Dominique de Villepin, ça fait partie des personnes qu'on écoute. Le gars, c'est un rescapé, tu sais, de l'époque où l'État français n'était pas totalement fusionné avec les grandes entreprises et les grandes banques, et qui agissait selon un peu une ligne directrice, quoi. Pour lui, l'international, c'est la diplomatie, c'est le dialogue, c'est aussi la culture, vu qu'il est aussi le rescapé d'une génération où la formation politique était très large et qu'il suffisait pas d'être l'ex du Premier ministre pour être ministre des Affaires étrangères. Dans les années 2000, il était déjà un peu en décalage avec ce que devenait le capitalisme. Il refusait la guerre d'Irak avec un grand discours éloquent, quand l'administration états-unienne, elle, était bien plus pragmatique et savait défendre les intérêts de ces grandes entreprises et savait pourquoi il fallait aller en Irak. Avec Sarkozy et la crise de 2008, De Villepin a été remplacé par des technocrates qui sont parfaitement conscients des intérêts qu'ils servent, c'est-à-dire ceux de la bourgeoisie française. Alors comment De Villepin va-t-il réagir face à cette politique d'Emmanuel Macron et quelle sera l'analyse du canard de l'analyse de Villepin? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, petit plaisir de De Villepin, il remet en place comme il se doit la propagande macronienne. Il y a, à mon sens, une improvisation. Il répondait au sommet de Paris à une question des journalistes sur fond de querelle franco-allemande. C'est pas le lieu de faire des annonces au sortir d'un sommet qui a marqué un consensus. C'est pas le lieu pour faire des annonces dramatiques et qui plus est, qui divisent. Improvisation encore. Discours de Prague, puisqu'on l'appelle comme cela. Le discours de Prague, c'est quoi? Personne ne le mentionne. C'est un discours devant la communauté française. J'ai fait suffisamment de discours devant la communauté française, qui est l'occasion de manger les petits fours et de boire du champagne, pour savoir que c'est pas non plus un lieu où on parle au monde, où on parle à l'Europe, où on parle à la Russie. Et est-ce que donc ça accroît l'ambiguïté stratégique, puisque c'est une question fondamentale? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans l'excitation stratégique? Donc pour De Villepin, c'est clair, et c'est ce qu'on ressent quand on écoute Emmanuel Macron, en vrai. Tout ça, c'est de l'excitation stratégique. Et moi, je dirais même que c'est un peu de l'opportunisme, tu vois. C'est un moyen de vendre des armes, de relancer l'industrie pendant un moment de crise, et de faire payer la facture par d'autres pays européens. Et ça, c'est permis par le repli de l'administration états-unienne et la victoire de l'armée russe, qui justifie donc une nouvelle escalade militaire. Et donc de nouvelles commandes, et donc de nouveaux profits pour l'industrie. Parce que il y a une data qu'il faut répéter genre partout où vous êtes, et De Villepin il n'en parle pas et c'est dommage de pas parler de ça, c'est le fait que les industriels français sont les seconds exportateurs d'armes au monde. Et Macron, lui, qui défend les intérêts globalement de la bourgeoisie, donc des industriels, il va en opportuniste aligner la politique de l'État sur l'opportunité de vendre des armes à l'Ukraine. Et si pour ça il faut dire des dingueries n'importe comment, n'importe quand, il le fait. Parce que Macron, lui, il a pas d'idéologie, il est pas genre oui, De Gaulle, machin. Non, il défend les intérêts des bourges. Et si pour défendre l'intérêt des bourges, il faut dire deux choses contradictoires dans la même phrase, il le fait sans problème. Après, De Villepin, il va un petit peu plus loin encore dans l'analyse. Donc, il y a un cadre. Ce discours, ces paroles ont été mal cadrées, décontextualisées. Il n'empêche que l'Élysée peut y trouver son avantage. Parce qu'évidemment, ça place aujourd'hui le président Macron dans une position qui, en termes de politique intérieure, en termes de campagne des Européennes, peut paraître avantageuse. Oui, mais enfin ça, c'est une vision un peu cynique, pas la vôtre. Effectivement, ce serait une vision un peu cynique de la part de l'Élysée. Et mal cadré et prématuré. J'aime bien comment ensuite il fait genre c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qu'il a pris le temps de dire quand même. Il y a un article récemment là qui montrait que l'électorat de Macron aujourd'hui plus que jamais c'est surtout des personnes âgées et de centre droite qui matent la télé, tu vois. Donc jouer les chefs de guerre ça fonctionne, sachant que ça le démarque vachement de la concurrence vu que c'est le seul chef de guerre candidat, vu que les présidents et que les autres ils sont pas présidents. Du coup lui il peut jouer à l'armée, à la guerre et pas les autres. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Première question, premier risque. A priori, ça semble pas un scénario privilégié, mais... Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. Si le scénario du pire se produit demain et qu'Emmanuel Macron doit faire face et doit répondre à la question « Alors, vous aviez dit... » Et qu'est-ce qu'on fait? Bon.
je suis pas sûr que la position de la France en sorte considérablement grandie. On est co-responsable avec les Européens aujourd'hui de ce qui se passe là-bas. Et ça, je trouve que c'est un bon raisonnement, et moi, j'avais pas ce raisonnement-là, donc c'est très cool de regarder ça. En fait, Macron, là, il joue les va-t-en-guerre pour des raisons opportunistes, électoralistes, mais en vrai, ça aura des conséquences si c'est l'État russe qui gagne. Genre, si l'armée ukrainienne affaiblit véritablement et que du coup, Macron, il sera entraîné pour des raisons industrielles et pour des raisons électorales, et augmenter encore l'escalade militaire. Donc quoi, l'idée c'est de rentrer en guerre directement avec la Russie, de jouer avec la dissuasion nucléaire et de rentrer en économie de guerre, vraiment, histoire de remplir les carnets de commandes des industriels, c'est tout, c'est ça l'objectif. Risque de nouveaux fronts. Moi, j'ai alerté, de partie de quelques rares voix qui dit « Attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse, mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre ?» Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Et alors, nous allons, comme ça, faire la guerre sur les 5 continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. Donc il y a en Corée du Nord, Corée du Sud, il y a aussi en Afrique de l'Ouest où ça a quand même beaucoup chauffé, ça pourrait reprendre. En RDC ou Soudan, c'est quand même très chaud. Taïwan, évidemment, tu as eu une crise au Venezuela il y a pas longtemps. Tu as un bordel au Moyen-Orient, tu as l'Iran, le Pakistan et l'Inde là qui se tirent dessus, tu as le Liban et Israël. Donc ça fait quand même beaucoup de situations de tensions militaires extrêmement fortes pour en rajouter une couche en plus de ça, quoi. Et le tout, il faut le préciser encore une fois, et ça de Villepin n'en parle pas et c'est aussi dommage, c'est dans un contexte de crise économique mondiale, de crise du capitalisme mondial, où l'appropriation des ressources naturelles et des marchés deviennent de plus en plus vitales pour les différentes bourgeoisies, qui sont prêtes du coup à faire tourner leurs usines à armes et à propagande pour justifier la guerre. C'est tout le délire de « il faut un nouveau partage du monde » qu'on avait vu ensemble dans la vidéo Impérialisme qui est sortie il y a 2 semaines. Donc la situation, elle est explosive, et laisser un type comme ça aux commandes, on risque quand même très très gros. Alors ensuite, dans l'interview, il va parler de la question palestinienne et en vrai, c'est très très intéressant et c'est très très fort. Il envoie du pâté, donc on va s'écouter ça. Et c'est pour ça qu'il faut regarder en face la situation en Israël, puisque on attend ce cessez-le-feu qui n'est toujours pas signé. Quelle est la réalité quotidienne aujourd'hui à Gaza? Pas d'alimentation, pas d'électricité, pas d'abri, pas de logement. Une population qui est affamée, qui est assiégée, qui est véritablement écrasé sous les bombes matin, midi et soir, et qui est martyrisé à la fois par les gangs, par le Hamas et par l'armée israélienne, et parfois au mépris de la déontologie militaire, quand on voit qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Comment? Eh bien, comment? Quel levier peut-on Parmi les leviers, peut-on agir? Parmi les leviers, il y a les ventes d'armes à Israël, il y a le commerce avec Israël, et il y a la reconnaissance de l'État palestinien. J'aime bien comment Pujadas, il fait genre, oui, on peut rien faire contre l'État israélien, alors que quasi toute la population israélienne est contre Netanyahou, que son gouvernement y tient à un fil, et que ce fil-là, c'est le soutien de l'État états-unien et des puissances européennes à l'État israélien, qui fait que les États occidentaux, ils ont juste à appuyer sur un bouton pour dégager Netanyahou et pour régler l'affaire du blocus et de la guerre. Mais bon, là, évidemment, on est à la télé, il y a trop de gens qui regardent, donc on va pas dire ça. Pendant des années et des années, nous aurons à rendre des comptes sur cette situation. Nous, Européens, les Américains, les pays arabes, nous signons le 2 poids 2 mesures, nous signons notre incapacité à nous mobiliser face à l'injustice, nous signons, alors même que Israël fait partie, et même une des pointes avancées du monde occidental, nous signons notre impuissance. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas avec la politique occidentale. Il y a un 2 poids 2 mesures de ouf, tu vois, entre la situation en Ukraine et la situation en Palestine. Mais il y a aussi un 2 poids 2 mesures avec les relations entre l'État russe et l'État israélien. Le premier est sanctionné dès le début de la guerre, avec les avoirs gelés, avec un quasi-blocus annoncé, tout ce que tu veux. Et l'autre, on lui demande juste gentiment de respecter le droit international, et c'est tout. Voilà, aucune mesure contraignante ne serait-ce qu'évoquée, ne serait-ce qu'envisagée. Et une des raisons est simple, c'est que les bourges français, ils ont bien plus intérêt à soutenir l'État israélien, puisqu'ils se font du fric avec l'économie israélienne, et pas avec les Palestiniens qui sont maintenus dans un état de sous-développement par l'armée israélienne. Et du coup, leur intérêt va vers le soutien de l'État israélien. Et sur la guerre d'Ukraine, il y a du fric à se faire en vendant des armes pour relancer l'industrie pendant une grosse période de crise économique en France. Du coup, les bourgeois français, ils soutiennent la guerre en Ukraine. Ils parlent ensuite de l'État palestinien, et sur le plateau, ils sont tous
d'accord, c'est pas très intéressant ce qu'ils disent, mais ils sont tous d'accord. Et même Joe Biden dit qu'il faut un État palestinien. Sauf que moi, personnellement, je trouve que c'est un peu flou, cette notion. Parce que, un État palestinien qui se forme, c'est bien, mais il faut aussi lever le blocus, parce que sinon, c'est comme les Israéliens qui vont diriger. Et puis, il faut multiplier les investissements pour la reconstruction, et puis il faut développer une économie, et puis il faut arrêter la colonisation, et puis il faut laisser le gouvernement palestinien avoir une politique étrangère indépendante. Et ça, c'est pas juste un petit bout de papier signé, tu vois. Concrètement, ça va être forcer l'État israélien à concéder sur le contrôle de la Palestine, sur son territoire, sur ses ressources, et potentiellement en faire un adversaire vu le passif. Donc c'est pas juste dire on veut un État palestinien. Non, c'est on impose un rapport de force réel contre l'État israélien qui soit obligé de céder, que les Israéliens dégagent Netanyahou et qu'un vrai accord soit signé pour le peuple palestinien. Il y a une nuance entre les deux. Il y a une nuance parce que c'est pas une question de posture ou de mots, et souvent on réduit ça à ça, genre il faut dire ça, tu vois, il faut tweeter ça. Sauf que, non, parce que du coup, on a l'impression que Biden et Macron, ils sont gentils parce qu'ils disent plein de trucs gentils pour les Palestiniens. Sauf que, en vrai, ce qu'on a besoin, c'est d'actes diplomatiques et économiques et militaires qui sont forts. Et là-dessus, il faut être extrêmement précis pour pas se faire avoir. L'interview a fait 30 minutes, évidemment, je vous mets en description si vous voulez aller voir ça. En tout cas, ça fait du bien. Vous avez vu d'écouter De Villepin. C'est quand même le type qui a fait le grand discours de l'ONU contre la guerre en Irak et qui a posé son veto face à l'administration états-unienne. Donc c'est pas n'importe quoi, tu vois. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Honnêtement, je pense que c'est genre un patrimoine politique national, cette intervention. Après, il faut quand même le relativiser. Quand même, là-dedans, c'est que, premièrement, Total Energy avait énormément d'investissements et de capitaux qui étaient placés en Irak, donc c'est pour ça qu'ils avaient pas trop envie que tout soit détruit par l'armée états-unienne. Il faut savoir aussi que Bruno Le Maire a coécrit ce discours-là. Ouais, ça fait mal, hein. Eh oui. C'est comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans l'interview, dans tous les trucs qui font du bien qu'il dit, il y a des trucs qui me laissent un peu en suspens, tu vois, où je penche l'oreille et je me dis, il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'il dit là. Quelque chose qui va pas. Genre par exemple, quand il dit ça. C'est que nous avons manqué à notre devoir dans les 2 dernières années. En termes de livraison d'armes. Sanctions qui ont été faites à moitié, livraison de matériel qui ont été faites à moitié et trop tard. Donc, la moindre des choses et la première des choses à faire, et c'est pour ça que ce débat me paraît avoir un inconvénient, outre qu'il divise nos alliés, c'est qu'il détourne notre attention de l'essentiel aujourd'hui, qui est de fournir le ravitaillement indispensable à l'Ukraine. C'est, comme le répètent très très bien les Ukrainiens et les Américains, l'Ukraine, elle demande du matériel, elle demande pas les troupes au sol. Mobilisons-nous, mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus. L'économie de guerre, je ne la vois pas. La préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride, je ne vois rien. On ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Là, tu vois, en réalité, il est vachement va-t-en-guerre, en fait. Genre, plus de munitions, plus d'armement, plus de préparation à la guerre, c'est-à-dire plus de propagande militaire d'État pour nous préparer au fait d'aller faire la guerre à la Russie, tu vois. Alors qu'il y a déjà le SNU de base pour faire ça, qu'il y a déjà tous les médias, mais pour De Villepin, ça suffit pas. Bref, demain, Macron, il pourrait dire, je suis d'accord avec Dominique De Villepin, allons plus vers la guerre, reprendre ses paroles, et ça passerait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense qu'il faut le dire, tu vois. La guerre d'Ukraine, elle est évitable il y a 10 ans avec une bonne diplomatie pour éviter que la guerre du Donbass dégénère. Peut-être que fin 2021, on pouvait encore gratter 2-3 trucs en disant à la Russie arrêtez de faire les guignols parce qu'à un moment donné, il va falloir plier votre industrie en 4 et votre population en 4 pour faire cette guerre-là. Donc peut-être qu'il y a moyen de négocier, on a des marges. Mais là, maintenant, on n'a plus de moyens de pression. Je veux dire, on a lancé la bombe atomique économique et diplomatique. Maintenant, on n'a plus rien. Voilà. Enfin, quand je dis on, c'est une erreur de ma part. C'est pas on, c'est nos dirigeants. Nous, on n'a pas décidé, c'est nos dirigeants qui ont fait ça, c'est important de préciser. Donc ouais, maintenant c'est mort, tu vois, l'armée russe, elle gagne du terrain, et il va falloir négocier avec ce qui est là, tu vois, sur ces bases-là. Et on fera pas une guerre contre une puissance nucléaire pour le profit d'actionnaires et pour que le Donbass soit attaché à l'État ukrainien, sachant que la région était déjà séparatiste en 2013. Je veux dire, on est devant le fait accompli de l'incompétence de nos dirigeants. Et on paye le pot cassé.
Ok, bah très bien, on paye le pot cassé et on en tire les conclusions. Macron, ça dégage, on envoie chier les industriels et on se bouge pour signer des accords de paix. On arrête de jouer les malins contre une puissance nucléaire et on anticipe toutes les guerres à venir pour pas finir devant le fait accompli comme en Palestine où la situation elle était largement prévisible et où rien n'a été fait. Comme rien n'est fait en ce moment en Corée, à Taïwan, au Soudan, en RDC, au Pakistan et dans tous les autres lieux où les guerres vont éclater dans les prochaines années. Et pareil, De Villepin, à un autre moment, il est pas super précis, je trouve. Le monde est en train de changer. Et ce qui paraissait impensable il y a 10 ans ou 15 ans apparaît aujourd'hui différemment. La rhétorique de l'ennemi, la haine de l'autre s'est développée à un point où effectivement, nous vivons dans une communauté internationale qui peut avoir envie, pour une part, de régler son compte à l'autre. Là, il dit genre que les guerres, ça vient de gens qui sont pas contents entre eux. Alors que non, en vrai, il faut le répéter encore et encore, les guerres ne tombent pas du ciel. Et si elles se multiplient maintenant, c'est qu'il y a une crise économique mondialisée. Il n'y a plus les grands États-Unis qui contrôlent tout le monde à coup de sanctions et qui dirigent un peu... Non, c'est un peu terminé tout ça en vrai. Maintenant, il y a plein de puissances impérialistes partout qui sont en concurrence entre eux, mais qui sont aussi capables de se faire des alliances de circonstances par moment et qui arrivent à tenir face à la force états-unienne. Genre l'État russe qui survit à un blocus états-unien en passant par d'autres marchés, en passant par l'Inde, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, etc. Donc vu que les choses ne peuvent plus se régler avec les sanctions économiques et le chantage, eh ben ça se règle par la guerre. Sachant que la guerre en elle-même, ça permet de changer un petit peu les marchés et de récupérer pas mal de pognon. T'as qu'à voir par exemple comment les industriels de l'énergie et de l'armement états-uniens se gavent avec la guerre en Ukraine. Ils ont récupéré un énorme marché tout en profitant de l'inflation. C'est ça les plus fortes motivations à l'augmentation des tensions, à l'augmentation des sanctions. Et il faut le rappeler, la guerre, c'est la poursuite de la politique économique, mais par d'autres moyens. Alors après, il faut pas tout réduire sur le seul truc mécanique de l'économie, parce que tu as aussi des intérêts de l'opinion publique, tu vois, les intérêts électoraux, tu as des révoltes qui peuvent s'organiser aussi contre des dirigeants. Et puis tu as des raisons politiques. Par exemple, la guerre de Gaza, elle s'explique aussi par la fragilité de Netanyahou, par son alliance avec les pires tarés racialistes au gouvernement, et par le fait qu'il est contesté par la population israélienne et qu'il opère une stratégie du choc pour rester au pouvoir. Donc en fait, il faut penser toutes ces forces qui s'entrecroisent en permanence, tu vois. Mais ignorer les enjeux économiques, c'est ignorer les actions et les intérêts des bourgeois, des riches, des chefs d'entreprise, de leurs armées de sous-fifres et de leurs médias. C'est-à-dire ignorer les actions et les intérêts de la classe dominante d'une société, de ceux qui sont les plus puissants. Et ça, quand même, c'est un sacré trou dans la raquette de Villepin. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas parler de France ou d'Israël ou je sais pas trop quoi avec des personnifications un peu bizarres, genre la France comme ça n'existe pas, tu vois. Au pire, c'est une équipe de foot. Là, je suis d'accord. Mais quand on parle de politique, eh ben en fait, on se rend compte que t'as plein d'intérêts différents qui composent la France, tu vois. T'as la classe dirigeante, t'as les industriels qui parfois se battent entre eux, t'as la population qui a pas les mêmes intérêts que la bourgeoisie et qui se battent entre eux en permanence comme ça. Donc si on veut être précis et bien parler de comment est-ce que la plaque tectonique géopolitique bouge, il faut parler des intérêts des différentes classes et pas prendre des abstractions comme la France ou machin. C'est pour ça que nous, on prend le soin à chaque fois de se faire chier à dire État français, État israélien, parce que là, on parle de ceux qui sont au pouvoir à la tête de l'État, ou alors de l'économie française, ou alors de la bourgeoisie française. Et ça évite un peu le discours nationaliste nul qui dit genre oui, c'est la France qui aujourd'hui est en train de bouffer les pays africains, machin. Non, c'est les grandes entreprises françaises. Et les grandes entreprises françaises, elles sont autant l'ennemi des peuples africains que l'ennemi du peuple français. D'accord ? Donc on a un ennemi en commun et c'est eux qu'il va falloir attaquer. On est en financement en ce moment participatif pour garder notre indépendance et qu'on puisse continuer à faire ce genre de vidéos et plein d'autres, que ce soit des formats courts, des formats longs, des trucs qui sont facilement mangeables, ou alors des grandes analyses comme on a fait sur le capitalisme. Et donc là, on a une cagnotte qui va être lancée pour 3 mois si tout se passe bien. Et donc l'idée, c'est de récolter 130 000 € pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos pendant 1 an de plus. Voilà, qu'on puisse vous informer sur tout un tas de sujets, réagir à ce qui se passe à la télé. Et puis voilà, faire comme Dominique de Villepin, quoi, vous faire réfléchir. En tout cas, c'est notre but. On espère que ça a atteint son objectif pour cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous soutenir si vous voulez. Sur ce, des bisous et à la prochaine.